vous avez dû noter beaucoup d'activités, et on a cette activité très particulière, je crois très utile, c'est faire rencontrer des auteurs autour de livres. Voilà. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir Michel Rimbaud. Alors, Michel Rimbaud est un diplomate, il était ambassadeur de France au Soudan, et il connaît donc très bien le pays. Et M. Zygmunt Ostrowski m'a raconté un peu son parcours. Lui est médecin de formation, et un parcours assez étonnant, mais je voudrais laisser en parler avec des anecdotes assez magnifiques, dont l'une, peut-être, nous en parlera-t-il, que j'ai beaucoup aimé, c'est votre pochette. C'est l'idée de la pochette. Non, mais ça a toute une histoire, cette pochette, elle est très symbolique. En tout cas, voilà. Donc, je vais vous laisser la parole. Donc, le jeu, c'est que chacun va parler un quart d'heure, 20 minutes pour présenter son livre et son analyse, et ensuite, bien entendu, le reste de notre temps, on a jusqu'à 8h, 8h moins 10, 8h, eh bien, ce sera le débat avec vous. Voilà. Monsieur Ostrowski, je vous laisse la parole. Merci. Bon, je pense que je peux parler, normalement. Merci mille fois de m'avoir invité à cette réunion et de me donner la possibilité de présenter notre livre et de discuter autour de nos deux livres. M. Rimbaud, étant littéraire et diplomate, aura certainement plus de facilité de présenter son livre que moi-même, que je suis médecin scientifique. Et de plus, j'espère que vous m'excuserez mon accent et mes fautes français. L'approche de notre livre est différente que celle de M. Rimbaud. Elle est basée sur le vécu, sur les observations et les discussions avec les Soudanais du Nord et du Sud depuis 35 ans. Et puis, je ne rentre pas dans l'analyse historique du conflit. Mais nous avons certainement un point commun avec M. Rimbaud, le rôle important que jouent les grandes puissances et leurs alliés. D'abord, je vais vous dire rapidement nos relations avec le Soudan. Nous sommes arrivés avec Marie-Christine Josse, qui est co-auteure de ce livre, mais elle a écrit 5 chapitres. Et nous sommes arrivés en 1977 pour mener une étude scientifique sur l'état de santé d'une population sud-soudanaise vivant encore d'une façon très, très traditionnelle, je ne dirais pas primitive, traditionnelle. Au Sud-Soudan, au long du canal Jonglei, en construction par les grands travaux de Marseille. Malheureusement, 6 ans après, le canal et notre étude étaient interrompus par la guerre et plus spécialement par la prise d'otages des 7 otages européens. J'ai alors été amené de négocier la libération des otages pendant 1 année avec Dr Garang et ses rebelles. Après la libération à Addis Ababa, j'ai gardé le contact avec Garang et plus spécialement lors de nos actions humanitaires au Sud-Soudan cofinancées par le ministère des Affaires étrangères et l'UNICEF. Mais j'ai gardé aussi de bonnes relations avec les politiciens au Nord. Invité en 1992 par le président Omar al-Bashir à Khartoum, j'avais l'occasion de connaître sa vision, la vision de Hassan al-Tourabi, et la vision de plusieurs généraux et ministres. À la suite, je suivais de très près les négociations de paix et l'évolution du Soudan, de 2 Soudans. Notre livre, de 7 chapitres essentiels. Dans le premier chapitre, nous avons décrit rapidement la guerre, la période de la guerre, c'est-à-dire on a fait un résumé de 2 précédents livres édités en 2001 et 2005. On peut, au sein de cette guerre, on peut individualiser 4 phases. La première en 403 et 409. Garand, au début de ce conflit, il a voulu attirer l'attention du gouvernement soudanais sur le sort de son peuple sud-soudanais oublié et sur l'application des accords d'Addis Abeba et le développement du Sud-Soudan. À cette époque,
Khartoum était allié à Washington. Garang, par contre, il a trouvé un grand support logistique en Éthiopie de Mengistu, allié à Moscou. Malgré la grande famine de 1988, qui a décimé la population sud-soudanaise, il y avait 250 000 morts, 1 million de déplacés. Garang gagnait le terrain. L'année suivante, en 89, au milieu de 89, il y avait la chance, peut-être, d'aboutir à une paix entre Sadiq al-Mahdi et Garang. Mais la deuxième phase de la guerre a commencé en raison de deux événements essentiels. Arrivé au pouvoir d'Omar al-Bashir avec Hassan al-Tourabi et leur politique intérieure, et la chute du mur de Berlin qui a affaibli énormément Garang, qui a perdu sa base logistique en Éthiopie. Garang alors cherchait le support ailleurs. Ses visites à Paris, ils n'ont rien donné. Il a perdu encore plus parce que trois de ses lieutenants, Dr. Riek Machar, Dr. Lama Kol et Gordon Kong, sont partis avec leur armée. La guerre s'est aggravée avec de terribles luttes tribales à cette époque. La troisième phase, entre 1992 et 1999, se caractérise par le net renversement de forces et d'alliances. Washington, dans sa politique antiterroriste, plus spécialement lors de la guerre première de Walter Bush en Irak, s'est approché de Garang et s'est éloigné de Khartoum. Khartoum, pour améliorer son image liée de la présence de Bin Laden au Soudan, a invité des hommes politiques et même le pape Jean-Paul II à Khartoum. Malgré tout, la guerre a continué. La quatrième phase de la guerre, entre 1999 et 2004, se caractérise par trois événements. La mise à l'écart de Hassan al-Tourabi, l'exploitation du pétrole par la Chine et les négociations de paix menées sous l'égide des IGAD. Les négociations de paix menées par Ghazi al-Tabani avec Nial Dendnial semblaient être bien préparées, mais Washington, furieux de ne pas avoir la main sur le robinet du pétrole sud-soudanais qui coulait vers la Chine, a forcé les négociateurs de terminer avec la guerre, de signer la paix. Les nouveaux médiateurs, Dr. John Garang et Ali Taha Osman, étaient forcés de signer la paix, sans doute mal préparée. Les résultats, nous le voyons aujourd'hui. Le deuxième chapitre est consacré à un parcours de Garang. Garang, après ses études primaires dans son petit village natal, a reçu une bourse de l'Église chrétienne et du protestante, et il a poursuivi ses études secondaires en Tanzanie, où il a fréquenté les jeunes révolutionnaires inspirés des idées marxistes. Et puis il a continué ses études universitaires aux États-Unis. Après l'accord de paix d'Addis Abeba, il est revenu au Soudan, il était incorporé dans l'armée soudanaise et renvoyé aux États-Unis, mais cette fois pour les études militaires. Et puis à nouveau pour les études en économie, où il a fait son doctorat. De retour au Soudan, il se joint aux rebelles Karabino en 1983. Il a créé à bord son mouvement SPLM et son armée SPLA. Qui était Garang? Un militaire, c'est certain, mais inspiré par de grands stratèges militaires comme Sun Tzu, Karl von Clausewitz, Mao Zedong. Mais il était aussi un magnifique, très bon politicien qui savait mener des alliances, même avec son ennemi juré, Hassan al-Tourabi. Il était chrétien, mais ouvert vis-à-vis de philosophies, d'autres religions. Les musulmans, dans son armée rebelle, avaient le droit de prier dans les mosquées construites au Sud-Soudan. Mais Garang était d'abord soudanais avant d'être dinka.
Il a voulu voir son Soudan uni et démocratique où les sudistes et tous les Soudanais auront leur place, ils seront respectés et où la richesse du sous-sol soudanais servira aussi bien au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Malheureusement, sa mystérieuse mort, au terme de 21 jours, comme première puis vice-présidente, a basculé les destins du Soudan. Garang était gênante dans sa vision d'un nouveau Soudan. Il me semble que cet accident d'hélicoptère était probablement provoqué. Dans le 3e chapitre, nous avons décrire l'ambiance qui régnait après la signature des paix au Soudan du Nord et du Sud, la vision des sudistes et des nordistes sur leur vision, sur l'avenir de leur pays, et bien sûr le malentendu entre politiciens comme Sadiq Al-Mahdi, Hassan al-Tourabi, Lamakol, Al-Mir Ghani et d'autres. Le 4e chapitre consacré au conflit de Darfour, où nous avons mis accent sur les 2 factions des rebelles, SLM de Abdul Wahid al-Nour et GM de Khalid Ibrahim, qui voulaient participer à la table des négociations de paix et au partage de la richesse, mais ils ont continué la lutte contre le gouvernement soudanais. Il y avait, bien sûr, beaucoup de morts, des dizaines de milliards de morts, mais la plupart des morts, c'était morts de la famine, de maladies, d'accidents. Mais il y avait 2 millions de déplacés, plus spécialement les enfants et les femmes. La situation au Darfour n'est pas stable. Les médias, plus spécialement occidentaux, ont colporté des informations incorrectes et souvent mensongères. La sécurité au Darfour n'est pas encore à jour. Les quelques milliards de casques bleus des Nations Unies, des soldats des Nations Unies, au prix de 2 milliards de dollars par an, n'arrivent pas à sécuriser la paix au Darfour. Il me semble à moi, qu'au lieu de dépenser cet argent, et je l'écris à Kofi Annan à ce propos, il fallait utiliser les 2 milliards de dollars pour financer le retour des déplacés dans leur village natal pour qu'ils vivent normalement, pour qu'ils travaillent et développent leur pays. Mais le problème au Darfour, c'est un jeu politique et économique, vous le savez, comme toujours. Les États-Unis ne peuvent pas laisser les grandes régions riches en pétrole, uranium, minéraux, hors de leur contrôle. La Chine est aussi intéressée par le pétrole. La France est aussi intéressée par la stabilité à la frontière italienne. Tant que les Darfouriens, il me semble, ne trouveront pas eux-mêmes, ils ne résoudront pas la paix, une solution de vivre d'abord ensemble et proposer au gouvernement, aux autorités de signer la paix ne sera pas pour demain. Dans le dernier chapitre, nous avons mentionné le pétrole et l'uranium. Et à nouveau, nous avons souligné l'impact des grandes puissances, la Chine et les États-Unis. Dès 2005, la Chine est devenue le 2e consommateur de pétrole après les États-Unis. La Chine a commencé à exploiter le pétrole sud-soudanais en 1997. 2 ans après avoir construit l'oléoduc vers le Port-Soudan, ils ont exporté le pétrole vers la Chine. Les États-Unis, dans leur politique pour augmenter l'importation de pétrole de 18% du continent africain, ils ne peuvent pas laisser le pétrole sud-soudanais partir en Chine. Ils ont besoin de garder la main sur le robinet du pétrole et automatiquement sur le robinet de l'économie et du développement du pays, parce qu'on peut fermer facilement le pétrole et fermer l'économie d'un pays.
après l'édition de ce livre, je vais terminer, fin de 2010, 3 événements sont produits. D'abord, la sécession du Sud, la création d'un nouveau État, du Soudan du Sud, très riche en pétrole, minéraux, en l'eau d'abord, et terres arables qu'il faut exploiter. Deuxième sujet, c'est les nouvelles rébellions SPLMN de Yassir Arman, Malik Agar et Abdelaziz Al-Hilou. C'est une suite un petit peu de ces accords de paix pas très bien arrangés, acceptés en 2005. Et le troisième sujet, c'est le pétrole, exploitation de pétrole qui a été arrêtée par le gouvernement sud-soudanais il y a 1 an, qui a provoqué une crise économique aussi bien au sud qu'au nord. Ils ont fermé le sud-est, l'exploitation du pétrole, à cause, disons, des malentendus du prix de l'exportation par l'oléoduc. Mais il me semble quand même, connaissant les Soudanais, que le nord-est et le sud-est trouveront les moyens de vivre en paix et en bon voisinage si les superpuissances n'interviennent pas, mais si les superpuissances vont l'aider de développer. Il y a toujours une possibilité de renversement des alliances. Nous ne le savons pas. Merci. Bien, écoutez, c'est une rencontre croisée. Nous n'allons pas croiser le fer, parce que je crois que nous partageons beaucoup de conclusions en commun avec Dr. Ostrowski. Moi, j'étais diplomate donc, pendant 40 ans, et j'ai passé là-dessus un peu plus de 5 ans donc, comme ambassadeur au Soudan, de novembre 1994 à janvier 2000. C'était intéressant parce que je suis arrivé en fait en plein au milieu d'une période difficile qui a été la première décennie du pouvoir de Béchir Tourabi. 5 ans, c'était donc Tourabi est encore l'éminence grise de Béchir. Alors, mon ouvrage est inspiré non pas d'un séjour de 35 ans ou 36 ans au Soudan, mais d'une expérience personnelle quand même, et d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans comme ambassadeur, 5 ans et quelques mois, et étayé quand même par une expérience du monde arabe et de l'Afrique, puisque je suis arabisant, je suis africaniste, enfin, au sens où on l'entend, c'est-à-dire j'ai servi en Afrique, j'ai servi dans le monde arabe beaucoup, je parle arabe, et je m'intéresse beaucoup à l'Afrique aussi, et donc c'est mon expérience personnelle et professionnelle. On notera que dans le livre, je le précise tout de suite, ça n'est pas un livre de mémoire, même s'il est inspiré par mes impressions, mes analyses, ce que j'ai vu avant, après et pendant mon séjour au Soudan, et les contacts que j'y ai gardés depuis que je l'ai quitté, parce que j'en ai gardé pas mal de contacts. Et donc, ce n'est pas néanmoins un livre de mémoire, ni personnel, ni un carnet de voyage, ni des mémoires d'ambassadeur où je relaterai mes exploits, disant combien, ou même l'histoire de France, les relations entre la France et le Soudan, je les évoque, mais c'est pas du tout le sujet de mon livre. Je crois que je ne cite pas une seule fois le fait qui donnerait à penser que j'étais ambassadeur au Soudan. Donc, c'est un choix délibéré, hein. Non pas que j'en ai honte, hein, mais c'est un choix délibéré. Donc, j'ai choisi une autre approche. Et c'est inspiré de mon expérience personnelle et professionnelle. Alors, dans la mémoire des Français, pour moi, c'est vrai que le Soudan, c'était Fashoda, hein, le choc des ambitions coloniales françaises et britanniques, la ligne, le Caire Cape Town, la ligne CC des Anglais, et la ligne DD, c'est-à-dire Djibouti-Dakar, des Français. Si vous prenez les deux lignes, ça se croise à peu près à Fashoda. C'est là qu'a eu la rencontre le marchand Kitchener. La France, peu importe, ça on a évoqué les ambitions coloniales, mais c'est un peu quelque chose qui reste sur le Soudan. Mais autrement, notre Soudan, ce qui nous inspire, c'est le Soudan français, le Mali, précisément. C'est un clin d'œil de l'histoire actuellement, quand même. Bon. Alors, le Soudan, il est 4 fois et demi la France, il était 4 fois et demi la France, il avait 9 pays voisins, je vous laisse
pouvez lire n'importe où, et vous savez aussi bien que moi. Au fond, je précise que mon livre, là, le livre de Soudan, tous ces États, voilà les 4 protagonistes que j'ai choisi de mettre en photo. Donc vous trouvez Béchir et Salva Kiir, donc le président du Soudan, le président du Sud-Soudan maintenant, le mot grand chapeau, c'est Salva Kiir. Et puis au nord, au-dessus, il y a le Béchir Hassan El Tourabi, qui a été l'éminence grise de Béchir pendant jusqu'en 2000, comme l'a dit le docteur Ostrowski, et puis John Garang. Donc pour moi, ce sont quand même il y a d'autres personnages, mais enfin ce sont des personnages marquants de cette histoire du Soudan. Le livre que j'ai écrit est consacré à l'histoire moderne et contemporaine du Soudan, après un clin d'œil, disons, à la partie ancienne sur les pharaons noirs et tout ça. Mais enfin, en gros, je m'appesantis davantage après sur l'histoire qui commence en 1813, il y a 200 ans exactement, jusqu'en 2013, ce serait le bicentenaire au fond du Soudan dans son espace moderne, hein, c'est-à-dire la fondation par Mohamed Ali en 1813 jusqu'à maintenant. Mais ça n'aura pas eu lieu dans les frontières qu'aurait voulu lui donner Mohamed Ali, ou ses successeurs lui avaient donné, puisqu'il y a eu la sécession du Sud-Soudan, on va en parler tout de suite. Alors, donc 200 ans, il y a une histoire moderne et contemporaine qui est extrêmement légitime. Je dois dire tout d'abord, pour commencer, que lorsque je suis arrivé en novembre 1994, c'était une période difficile, une période mouvementée, et une période marquée par beaucoup de malveillance et par beaucoup de clichés, de lieux communs, comme il arrive dans les pays qu'on connaît mal et qu'on veut absolument diaboliser. Bon, Béchir et Tourabi ont pris le pouvoir en 89, et un an après, il y avait plus de guerre froide, c'était fini, il n'y avait plus qu'une seule superpuissance, qui était donc les États-Unis d'Amérique. Et je crois qu'ils avaient mal calculé leur coup, ils croyaient toujours qu'il y avait 2 superpuissances et qu'il y avait un équilibre et que vous pouviez en jouer. Saddam Hussein avait fait le même mauvais calcul et je crois qu'il a perdu. Je crois que les Soudanais, dans leur genre, d'autant plus qu'ils ont proclamé leur soutien à Saddam Hussein, eh bien ils ont fait un mauvais calcul. Ils se sont pas rendus compte qu'il y avait ce n'est plus le communisme qui allait être l'ennemi public numéro 1, mais l'islamisme. L'islamisme qui constituait justement leur ligne d'orientation, leur ligne de référence. D'où, finalement, il y avait une narrative, comme on dit maintenant, qui n'était pas du tout équilibrée en ce qui concerne le Soudan. C'était plein de clichés, de caricatures de lieux communs, par exemple le nord arabo-musulman, le sud animiste et chrétien, voire chrétien tout court, et puis africain, puis la guerre civile, c'était ça le fondement. Il y avait plein de caricatures, tous les clichés qu'on peut imaginer, et c'est sans doute, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de réalité, je ne dis pas ça du tout. Mais je pense que c'est peut-être pour cette raison que j'ai choisi dans mon livre, moi qui étais sur place quand même, dans cette époque-là, je trouvais que c'était vraiment trop bête et trop idiot en restant poli. Et donc j'ai choisi de faire une narrative qui soit plus équilibrée, plus équitable au fond de cette histoire contemporaine du Soudan. Peu importe, moi mon souci ce n'est pas de défendre le régime islamique, c'est pas vraiment ma tasse de thé, les régimes islamiques, mais je pense qu'il ne faut pas être trop injuste. Il faut être juste et équitable, et sinon on est idiot. Et d'un point de vue intellectuel, moral, je pense que c'était ça. Donc je fais pas la morale, mais c'était comme ça. J'étais fasciné, je veux dire, par le Soudan, qui est un pays malmené, mal aimé, mais pourtant très très attachant. Et j'ai souhaité donc mettre en lumière le caractère exceptionnel de son histoire. J'ai voulu une saga, à la fois de son histoire ancienne, depuis les pyramides de Méroé jusque les sultanats Foudj, les sultanats du Darfour, etc. Et puis la création par Mohamed Ali, et puis après l'histoire moderne, l'indépendance, le condominium, l'épopée mahdiste, le condominium anglo-égyptien, et puis après l'indépendance. Mon livre comporte 2 parties en fait. Il y a une première partie qui couvre jusqu'à 1989, donc jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Béchir Tourabi. Depuis l'indépendance, c'est la partie la plus courte. Non pas qu'elle soit la moins intéressante, mais parce que je voulais centrer le livre sur l'histoire du régime Béchir Tourabi et ses aventures face à la communauté internationale. Au fond, la deuxième partie qui est un peu plus longue que la première, ça pourrait s'intituler les aventures, disons, du régime d'orientation islamique et de la communauté face à la communauté internationale. Sous sa forme, disons, occidentale, où il y a 3 puissances qui donnent le ton, et où il n'y a plus de contrepoids, disons, dans un contexte de post-guerre froide. C'est ça. Alors, d'ailleurs, j'ai souhaité volontairement, c'était un souci très important, non seulement donc lutter contre les clichés, les lieux communs, etc. Je décris amplement toutes les reproches qui ont été faits au Soudan, en ne les minimisant pas du tout. Il y a eu des caricatures, le régime d'orientation islamique avait des fois des orientations qui n'étaient pas si mauvaises que ça, qui ne méritaient pas l'opprobre a priori, avant même d'y regarder, mais il y avait ce que j'appelle l'islamisation mesquine, et toutes les obsessions finalement de l'islamisme en général, c'est-à-dire concernant les femmes, l'alcool, le porc, et puis tout ce qu'on prêtait au régime islamiste. Et c'est pourquoi je prends un peu le contre-pied, on dira peut-être que j'exagère,
étrangères, mais néanmoins je me suis efforcé de ne jamais minimiser. Il y a effectivement les ingérences étrangères, les convoitises sur les ressources. Le Soudan, l'espace soudanais est un espace très très riche, mais néanmoins je ne minimise pas du tout, parce que ça tient une place importante. Ce sont les responsabilités évidemment du gouvernement soudanais, et d'ailleurs de toute la classe politique soudanaise, notamment nordiste, obsédée par l'islamisation et l'arabisation. On ne doit pas faire un distinguo entre Béchir Tourabi, le régime islamiste, et puis les autres, disons, qui sont dans l'opposition après. Je pense que tous les partis traditionnels, notamment du Nord, le parti Oummat avec El Mahdi, le parti unioniste de la famille Mirelani, tous ces partis finalement sont des partis islamistes, en gros, et ils n'ont pas une philosophie différente de celle du Front National Islamiste de Hassan El Tourabi ou des frères musulmans. Ils se posent en, disons, c'est peut-être leur approche qui fait un peu plus cool, un peu plus occidentalo-compatible, néanmoins, je ne pense pas que ça soit différent. Si bien que je place le début, au fond, du règne de l'époque islamiste, non pas en 89, mais en 1983, à la fin de l'époque Nimeiri. Et j'inclus M. Sadek El Mahdi dans la période islamiste, tout en continuant avec Béchir Tourabi, avec ce ressort que ça prend dans le contexte post-guerre froide, donc d'hostilité générale de la communauté internationale face au Soudan. Alors pour ceci, donc j'ai souhaité à tout moment du livre recadrer les péripéties de l'histoire récente, le pouvoir soudanais face à la communauté internationale, et replacer dans leur cadre géographique, que l'on oublie souvent. Le Soudan est grand, c'est un mini-continent, c'était un mini-continent, c'est encore d'ailleurs, deux mini-continents si on veut, mais j'ai souhaité le replacer dans son cadre arabe, dans son cadre, c'est un pays arabe, dans son cadre africain, c'est un pays africain, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, dans son cadre régional, et puis dans son cadre mondial. Le Soudan, il ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, loin de là, mais disons, il a vécu dans un cadre avec des dates, donc 1990, la fin de la guerre froide, la chute du mur de Berlin, l'implosion du RSS, et il y a un an que le régime, donc Béchir Tourabi, est au pouvoir. Il s'en est pas aperçu, il n'y avait plus le même ordre mondial qu'un an avant, mais en 90, il va commencer à en subir les conséquences. Il soutient Saddam Hussein, il va accueillir des militants islamistes extrémistes, mais éventuellement des terroristes, il va y avoir Carlos, il va y avoir Ben Laden, et plein d'autres citoyens comme ça qui sont un peu agités, que M. Tourabi va agiter comme un chef d'orchestre, et on le voit à son pupitre dans les grandes manifestations de l'islamisme. C'était assez prodigieux, c'était un grand spectacle, mais le Soudan va en subir les conséquences, avec une politique déclamatoire et un peu braillarde, provocatrice certainement, à l'égard de l'Occident, des États-Unis, et on va lui reprocher toutes sortes de choses. Tout ce que le régime islamiste fait va devenir un élément à charge, et donc un élément à charge qui va le faire inscrire sur la liste des États commanditant le terrorisme, comme un État voyou, comme un rogue state, comme un État paria, un État failli, un État fragile, tout ce que l'on veut. Il y aura toute la série. Alors j'ai voulu donc replacer dans le cadre, cette période va durer 20 ans, je ne sais pas comment le Soudan s'en sortira maintenant, parce que je ne suis pas Madame Soleil, ni même Monsieur Soudan, donc dans les replaçants, dans le cadre global géographique, et puis par rapport aux grandes dates donc de l'histoire récente. Alors la guerre froide 1960, j'en parle hein, dans la première partie notamment, c'est avant le régime islamiste, après 1990, donc la fin de la guerre froide, et puis 2000, il y a 2001, où évidemment les événements du 11 septembre, à partir desquels le Soudan va être contraint quasiment d'ouvrir une coopération privilégiée avec la CIA et le FBI, ce qui va peut-être lui sauver la mise et ce qui va permettre finalement, Tourabi étant évincé, je ne reprends pas tout ce que vous avez dit parce que j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, j'en parle également mais à ma façon, et j'en parle à peu près dans les mêmes termes, et je pense qu'à la fin, le problème qui a vicié la vie du Soudan indépendant depuis 1955, même avant l'indépendance, avec la première rébellion à Nyanya, soutenue par Israël et les États-Unis déjà. Bon, et puis la deuxième guerre civile, à partir de 83, contre John Garang, avec une optique différente, mais pour Khartoum, c'est la même guerre. Et donc, je pense que les Soudanais ont cherché une solution intérieure, sans ingérence étrangère, notamment avec Tourabi, mais ils sont intraitables et ça ne marchera pas, parce qu'il n'y a pas Garang, justement, dans le jeu. C'est à partir de 2000 que la voie est libre. Il y a une coopération avec le terrorisme, je dirais que ça rabiboche le Soudan avec les Américains, et puis deuxièmement, les Américains veulent que la guerre se termine, parce qu'ils en ont marre. Et comme l'a dit le docteur Ostrowski, je le dis également, il y a eu les Chinois qui sont intervenus pour les richesses, le pétrole soudanais. Les Chinois ont
ont redécouvert le pétrole soudanais, enfin avec les Soudanais bien évidemment, et c'est eux qui vont le mettre en exploitation. Les Américains sont d'autant plus furieux ils prétendent avoir découvert le pétrole soudanais 20 ans plus tôt, ainsi que la compagnie Total. Total, les sociétés américaines sont parties pendant ces 20 ans, Total est toujours resté au Soudan, et il y est toujours, sans exploiter, mais en restant, en payant des royalties. Alors, finalement, le recadrage, à la fois dans le temps et dans l'espace, c'est bien. On a parlé des clichés, j'en ai déjà parlé, mais j'ai aussi voulu, évidemment, mettre en évidence le rôle majeur des ingérences étrangères, ça c'était clair. Alors, il y a les États-Unis, il y a quelques pays occidentaux, mais c'est avant tout les États-Unis. Il y a peut-être, certainement la Chine qui va intervenir, ça va être le premier maillon de la Chine-Afrique, le Soudan, on l'oublie un peu, à partir de 96, il n'y a pas de Chine-Afrique, mais ça va être le premier maillon. Et puis, il y a également des convoitises, pas seulement sur les richesses du Sud-Soudan, comme on dit toujours, il y a les concessions pétrolières s'étalent sur tout le territoire soudanais, mais au Sud-Soudan, ça a été parmi les premières à être mises en exploitation. Le pétrole du Sud, qui est en exploitation depuis 96 d'ailleurs, a dû être séparé de la sécession, lors du référendum de l'année dernière, et il y a 30% du pétrole qui reste au nord et 70% qui reste au sud. Mais le tout a été fait comme une seule exploitation, et toutes les infrastructures vont vers le nord. Et donc, d'où les problèmes post-référendaires, entre autres, on va y revenir tout de suite. Il y a également du pétrole au Darfour, alors qu'il n'est encore pas en exploitation, mais des pétroles en quantité considérable. Il y a de l'uranium au Darfour, il y a du cuivre au Darfour, dont les réserves semblent être parmi les premières du monde. Et tout ça, ça crée un pays, et ça crée des convoitises, et ça crée un problème, un nouveau problème. Et donc, finalement, à mon avis, quand le processus de paix est enclenché sous l'égide américaine et puis brigade, un peu comme des figurants, mais enfin, avant tout, c'est les Américains qui ont la bénédiction et qui vont contraindre au fond le processus à marcher dardard. Ça ne va pas être une médiation vraiment très équilibrée. Les Américains vont faire pression à mort sur le gouvernement soudanais pour qu'il fasse le maximum de concessions, et ils vont faire des pressions douces pour encourager à signer John Garang pour arriver à la paix au plus vite. De 2002 à 2004, donc, tout le processus de paix est bâclé. Il est bâclé parce qu'il laisse derrière il met en place un agenda de paix, donc avec un gouvernement intérimaire, une nouvelle constitution pendant 6 ans, etc. Et puis un référendum d'autodétermination qui n'est pas du tout censé conduire à l'indépendance, mais qui est censé, John Garang étant donc un patriote soudanais, un officier soudanais avant tout, il est censé conforter l'unité du Soudan. Mais il y aura le choix entre l'unité du Soudan et la sécession. Un coup du destin, je ne reviens pas là-dessus non plus, parce que je partage assez, bien que je sois un peu plus prudent dans mon approche, mais je crois qu'il a totalement raison quand il le dit. J'ai un reste de diplomatie quand même dans mes écrits et de devoir de réserve. Je crois évidemment que c'est un accident entre réserves. L'hélicoptère était bien réel, il n'y avait pas de guillemets, mais autour de l'accident, il y a sûrement des guillemets. Et c'est pas le gouvernement de Khartoum qui est responsable. Mais la mort de Salva Kiir intervient à point nommé, puisque c'est un unioniste qui vient de signer l'accord de paix, qui est le vice-président du Soudan et qui va donc promouvoir son idéal qui est l'unité du Soudan, un Soudan fédéral et pluraliste et démocratique et laïque, et il est remplacé par un séparatiste, le numéro 2 de SPLA, Salva Kiir. Salva Kiir, lui, est un séparatiste. Il s'en est jamais caché. C'est un militaire qui est un séparatiste. Donc voilà, ça va changer le destin probablement du processus de paix et de son issue. Mais on note qu'il y aura bien un référendum, il y aura bien des élections, il y aura bien un agenda qui sera parfaitement respecté, donc tout le monde sera content. Et puis on dit, après on verra. Il se débrouille, il signe la paix, puis on verra après. Alors après, c'est tous les problèmes post-référendaires. Mais quand le processus de paix aboutit, quand l'accord de paix est signé, donc en janvier 2005, à cette époque-là, on pense que c'est le maintien de l'unité qui va prévaloir probablement, parce que c'est John Garang le signataire. Et donc le gouvernement nordiste pense que. En réalité, comme quelques semaines après, 3 semaines après avoir été promu vice-président du Soudan, comme le prévoient les accords, comme il meurt, donc disons probablement il meurt pas de façon naturelle vraiment. Donc c'est Salva Kiir qui prend la relève, et à ce moment-là, rien n'est plus certain. Rien n'est plus certain. Heureusement, heureusement, malheureusement, les Américains, je pense, et les grandes puissances avaient pris des garanties en disant on ne sait jamais, puisqu'il y a un référendum d'autodétermination qu'il va y avoir,
le processus de paix est en cours, il va aboutir, mais mettons un deuxième fer au feu. De mon point de vue, le deuxième fer au feu, c'est le conflit du Darfour. Parce que le processus de paix va commencer en août 2002, juillet-août 2002, il va se terminer en décembre 2004, où se trouve le déclenchement du conflit du Darfour, c'est en 2003, juste au moment. Après, si c'est une coïncidence, le hasard fait bien les choses. Bon. Mais de toute façon, je ne dis aucunement, quand je décris tout ceci, je pense que la guerre civile du Sud-Soudan, bon, on en a, le docteur, mon collègue, là, mon ami, en a assez parlé, je ne vais pas revenir, je partage assez vu. C'est une guerre qui a été cruelle, qui a fait plein de déplacés, des millions de déplacés. Selon les statistiques des Nations Unies, il y a eu dans les villes du Nord-Soudan à peu près 5,5 millions de déplacés pendant 20 ans. On peut en avoir jusqu'à 5,5 millions, ce qui correspondait à plus de la moitié de la population du Sud-Soudan, qui a été déplacée, contre quelques centaines de milliers de réfugiés dans les pays voisins. Mais il y a eu des morts, 2 millions de morts, on sait jamais, c'est un chiffre médiatique, mais après tout, en 20-25 ans, c'est rien d'extraordinaire. Si on compte tous les effets collatéraux des guerres civiles, bon, voilà. Maintenant, au Darfour, il y a une nouvelle tragédie qui se déclenche avec le battage humanitaire et médiatique et politique que l'on connaît, avec des groupes de pression qui interviennent ouvertement, des groupes de pression notamment dans les milieux conservateurs, les néo-conservateurs américains, qui vont intervenir, des intellectuels en mal de célébrité. C'est vrai qu'on va, comme je dis, défiler au Soudan, dans le Darfour, comme on va défiler sur la Croisette. C'est un peu la même chose. Hein. C'est le lieu où on doit se faire voir et où on doit parader pour exister. Et donc, finalement, mais il n'empêche que c'est un conflit cruel qui va faire beaucoup de morts, je ne sais pas combien, personne ne sait combien d'ailleurs, qui va faire beaucoup de déplacés, beaucoup également, on ne sait pas combien, parce qu'on peut bricoler les chiffres, mais en tout cas, il va y avoir une tentative de règlement à noter pour le conflit du Darfour qui existe toujours, même si on n'en parle plus, mais faites une expérience. Il y a d'abord une médiation africaine qui va être acceptée par les partis, par les deux mouvements rebelles principaux, puis les 20 ou 30 partis qui vont en découler, qui vont en résulter, et puis le gouvernement soudanais. Cette mission africaine, contrairement à ce que l'on dit, n'est pas du tout une mission bidon qui va ne servir à rien avec des gens qui se croisent les bras. Elle va avoir un impact puisqu'elle va produire un document qui est le document de l'accord de paix d'Abuja sur le Darfour, qui va être signé malheureusement que par le gouvernement et par une moitié du mouvement rebelle sur les deux principaux, mais néanmoins c'est un document qui sert de base à toutes les médiations jusqu'à maintenant. La médiation du Qatar, le Qatar est ce qu'il est, c'est bon, mais je reconnais qu'au Qatar un mérite, c'est au moins au Soudan, d'avoir été le seul médiateur au fond qui ait tenu le choc sur le conflit du Darfour. Et jusqu'à maintenant, d'avoir fait signer par exemple 2 accords à Doha, qui sont des marches probablement vers un règlement un jour ou l'autre. Mais le conflit du Darfour, néanmoins, à partir du moment, on a cherché tout de suite à évacuer les Africains, et comme on n'arrivait pas à les évacuer, ça aurait été un peu trop grossier, à les noyer dans d'un flot de casques bleus. Donc, on va transformer la force africaine de maintien de la paix, sa médiation politique et son aspect militaire, en une médiation, une force hybride. Hein, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Donc, on va ajouter aux 7000 et quelques casques bleus africains, si on veut, on va ajouter plus de 17 000 casques bleus des Nations Unies, de diverses nationalités. Et il va y avoir diverses tentatives d'ingérence, de profiter, puisque c'est un désir d'ingérence, pour être présent politiquement, puisqu'il s'agit de créer à nouveau une médiation hybride, Nations Unies, Union africaine, et une force de sécurité hybride, Union africaine, Nations Unies. Alors le Soudan va refuser mordicus, disons, toute présence occidentale dans les forces de maintien de la paix, par exemple, et ça marchera. Donc ça va être des forces qui vont venir de différents pays, mais il sera de bon ton de considérer, il va y avoir une pression effrénée pendant un an et demi ou 2 ans pour obtenir que la mission, disons, de médiation africaine et la mission de maintien de la paix africaine se transforme en mission hybride avec les Nations Unies, parce que il y a des puissances qui voient un moyen d'entrouvrir la porte de l'ingérence. Ça ne marchera pas, mais néanmoins, il y a eu des tentatives pour être présent politiquement par la médiation et militairement et sécuritairement, donc au Darfour. Alors, après, on fait jouer le grand arsenal quand même. Il y a la Cour pénale internationale qui va être mobilisée, qui est une création récente. Je ne rentre pas dans les détails, mais notons que la Cour pénale internationale, normalement, ne devrait pas intervenir au Soudan, puisque le Soudan n'est pas un membre du traité de Rome. Donc, statutairement, elle n'a pas vocation à intervenir. Néanmoins, il y a une disposition qui fait bien les choses, c'est-à-dire qui dit que lorsque la Cour pénale internationale n'a pas compétence en soi, juridiquement, d'intervenir dans un pays parce que le pays n'est pas membre du traité de Rome, eh bien, elle peut demander le Conseil de sécurité peut demander à la CPI de se saisir du dossier. C'est ce qui va intervenir. En 2005, 2006, 2007, 2008, toutes ces années-là,
Le Conseil de sécurité, c'est quoi? C'est les 3 États occidentaux, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, qui donnent le ton, et puis 2 pays tétanisés de l'espace post-communiste, la Russie et la Chine, qui n'ont pas encore pris leurs atours, je dirais, de grande puissance et de grande puissance contestataires qui veulent contester le leadership américain. Donc, au Conseil de sécurité, globalement, bon, on dit oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Quand on n'est pas trop d'accord, on se contente de s'abstenir. Abstention ne vaut pas veto, et donc toutes les résolutions vont passer. Et donc il y aura une force hybride, il y aura etc. Et donc finalement tout ce qui va viser le Soudan, par exemple, les mesures, personne ne va s'y opposer, il n'y aura jamais de veto. Alors le Conseil de sécurité va donc demander à la Cour pénale internationale, la Russie et la Chine s'abstenant, mais n'opposant pas de veto, va demander de lancer des mandats d'arrêt, enfin d'étudier des mandats d'arrêt contre des ministres, puis contre Béchir. Il va donc être le premier chef d'État en exercice à être l'objet de 2 mandats d'arrêt pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, puis après pour génocide. Bien que plein d'experts divers aient dit il n'y a pas de génocide au Soudan, il y a des exactions, il y a plein de trucs. Puis après, la responsabilité du chef d'État, il faut y voir, il y a quand même beaucoup de responsables là-dedans. D'autre part, on notera dans la CPI, il y a quand même 3 États du Conseil de sécurité qui n'ont pas signé, entre autres. Il y a la Russie, la Chine et les États-Unis qui n'ont pas signé. Donc on ne voit pas très bien quelles leçons ils auraient à donner au Conseil de sécurité. Alors, donc la CPI, donc, il y a les mandats d'arrêt qui sont lancés. C'est récent, en 2009-2010. Bon, et cherchez depuis 2009-2010, faites l'expérience sur votre ordinateur, vous cliquez Soudan, point de la situation au Darfour. Je vous défie de trouver un seul article sur la situation au Soudan. Au Darfour, au Soudan, oui, mais au Darfour, sur la crise. Est-ce que la crise est résolue par miracle, par les mandats d'arrêt? Oh non, c'est pas l'objet de la justice, non, mais on n'en parle plus, ça n'intéresse plus. Parce qu'on a pris un gage, disons, sur le Darfour, il y a les mouvements qui continuent, la situation sécuritaire est peut-être meilleure qu'elle n'était, mais elle n'est sans doute pas miraculeuse, la situation humanitaire, on ne sait pas, c'est le blackout total, la situation politique, c'est pas réglé, on le saurait, il y a des accords, mais c'est pas ce qu'on appelle un règlement de crise. Quant à la situation militaire, elle est ce qu'elle est, avec des prolongements au Tchad, enfin, dans tous les sens, bon voilà. Alors, je crois que le rôle des ingérences étrangères, des convoitises sur les richesses du Soudan, au sud, mais aussi au Darfour, et puis peut-être ailleurs, dans le pays Béja, où il y a des mines d'or, par exemple, il y a eu déjà des tentatives de sédition. Alors, tout ceci, encore une fois, j'insiste, ça n'absout pas toutes les responsabilités du gouvernement soudanais. Pendant 20 ans, le gouvernement soudanais porte, notamment dans la sécession du Sud-Soudan, qui est l'issue du processus de paix, qui est un processus de paix paradoxal, il porte une très très lourde responsabilité par une intransigeance comme un coupable, et par le fait de ne pas avoir saisi que l'arrivée de Garang à la tête du SPLA offrait un nouveau paradigme, comme on dit, un nouvel espace de négociation, que c'était pas le problème du Sud-Soudan qu'il fallait résoudre, c'est le problème du Soudan, c'est-à-dire le centre, on appelle les gens du pays, Aoulad el-Balad en arabe, les gens de la vallée du Nil et de Khartoum, et puis toutes les régions périphériques sont tout le reste du Soudan. C'est-à-dire ça inclut le sud, le Darfour, le pays Béja, l'est, enfin toutes les régions du Soudan, autre que le centre, quoi. C'est ça. Alors, par conséquent, l'accord de paix d'ailleurs est un accord de paix paradoxal, il n'a pas amené la paix puisqu'il y a un état de guerre larvé entre le nord et le sud. Ça n'est plus une guerre civile puisque c'est une guerre entre 2 États étrangers. Mais enfin, à part ça, quand même, il y a des accords à répétition, alors on peut les mentionner les uns après les autres, ça n'engage à rien puisqu'ils ne sont jamais respectés. En réalité, tous les problèmes référendaires, ils sont extrêmement délicats. Pour ne parler, laissons de côté le Darfour maintenant, qui est un futur Sud-Soudan, à mon avis, du point de vue de la communauté internationale. C'est un fer au feu, à supposer que ça se calme au Sud-Soudan, on a ça pour déstabiliser le gouvernement soudanais. Et je vais faire ma conclusion. Bon, les problèmes post-référendaires, c'est la démarcation des frontières, mais c'est pas seulement une carte géographique, on pousse de 500 mètres, etc. Il se trouve que les points de litige, la frontière, c'est les frontières de condominium britannique entre ce qu'on appelle le nord utile et puis les closed districts, c'est-à-dire les districts fermés du sud, que les Britanniques avaient fermés pour séparer le sud du nord. Mais ce sont des régions comme le litige d'Abyei, dont vous entendez sûrement parler, dans le sud Kordofan, les monts Nouba, le sud du Nil bleu, ce sont des régions qui ont une certaine dimension et qui évidemment sont riches en pétrole. Donc c'est pas du tout anodin. C'est ça les litiges sur le pétrole. Savoir comment gérer le pétrole. Est-ce que des royalties, est-ce qu'il faut mieux que le sud se débrouille et qu'il y ait 70% de pétrole mais dont il ne sait pas quoi faire? Il n'a pas de pipeline pour l'évacuer, pas de léoduc. Toutes les infrastructures sont au nord. Le temps que ça soit construit, il faut investir. C'est pas demain la veille. Alors il peut couper le robinet. C'est un peu bête. Bon, est-ce que le Sud-Soudan peut refuser tout aménagement, se contenter de dire bon, puisque c'est ça, là, on ferme le robinet? Non, c'est un peu bête aussi, parce qu'il n'a pas de royalty, puis il a 30% du pétrole qui lui reste pour l'instant en attendant l'ouverture de nouvelles concessions. Il faut coopérer.
les accords, ben, on n'en est pas parti au bout d'un an. Alors, il faut dire que le Sud-Soudan est devenu une espèce de point de... C'est extraordinaire, un grand triomphe de la diplomatie américaine et puis des ambitions israéliennes. Ça, je pense, de l'avis de tout le monde, c'est ça. Le Soudan peut devenir, c'est une position forte d'Israël au sud, au flanc sud du monde arabe et du monde arabo-musulman. C'est une occasion, une aubaine, une occasion rêvée, et ça a marché. Israël a travaillé à coopérer avec les sécessions, le premier mouvement rebelle, le mouvement Anyanya dans les années 55 et 72, et puis le deuxième avec le SPLM, le SPLA, de façon discrète mais efficace. Donc c'est un triomphe de la diplomatie israélienne, et c'est un triomphe de la diplomatie américaine. Des officiels américains l'ont dit, il n'y a pas de communiqué, évidemment, on ne trouvera jamais ça en grand titre du Times ou du Washington Post, en disant c'était un grand triomphe, mais c'est considéré par beaucoup d'Américains, des officiels, notamment dans les unions conservateurs, comme un grand triomphe, puisque ça a été le premier pays à être déstabilisé et, au fond, victime d'une partition, d'une sécession, sur une liste de 7 pays, qui ne sont pas une liste de pays dans le cadre d'une conspiration. On accuse souvent les gens qui soulèvent ce point d'être des complotistes ou des conspirationnistes, voire des négationnistes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien d'une conspiration ou d'un complot. C'est une liste qui figure, vous la trouvez n'importe où désormais. Ça a été diffusé notamment par le général Wesley Clark, qui est l'ancien commandant des forces Europe de l'OTAN, qui a eu des hautes fonctions dans l'armée américaine, qui tenait ça d'un de ses collègues du Pentagone, et ça sort maintenant, ça traîne sur tous les internets, sur tous les blogs, sur partout. Hein. Il y avait, c'était à l'époque, dans la fin des années 2000, quand, disons, au début 2000, peut-être, aux environs du 11 septembre 2001, quand les États-Unis, finalement, étaient en train de préparer la deuxième guerre de l'Irak, c'est-à-dire son invasion et sa destruction, chose qui va être faite en 2002-2003, et interrogé, un officiel du Pentagone dit au général Wesley Clark, qui était de passage en mission dans les couloirs du Pentagone, alors les gars, vous travaillez sur l'Irak, ça s'est pas dit comme ça, c'est dit un peu plus élégamment, et le général, le collègue en question lui dit, oui, mais il y a beaucoup plus que ça sur l'Irak certainement, mais en fait, c'est top secret. Non, tout le monde le sait. C'est top secret, et les États-Unis, nous travaillons sur une liste de 7 pays qui doivent être déstabilisés, et dans les pays, il y avait le Soudan, il y avait la Somalie, on ne parlait même pas de l'Afghanistan parce que c'était déjà fait, je crois que c'était après l'action en Afghanistan, mais il y avait l'Irak, il y avait la Syrie, il y avait la Libye, il y avait le Liban, et il y avait l'Iran. Ça doit faire 7, si mes comptes sont bons. Comment? Non, sur cette liste-là, il y avait 7 pays, c'était 7 pays. Alors ça n'exclut pas d'en avoir déstabilisé d'autres, mais à l'époque, en 2001-2002, c'était 7. Et c'est une liste tout à fait officielle. Elle traîne partout. Il n'y a rien, moi j'ai pas été cambriolé le Pentagone pour trouver ça. C'est vraiment... bon. Alors voilà, ça c'est donc dans le cadre... Pourquoi je pense que le Soudan finalement était le premier pays, le dernier sur la liste alphabétique par un S, mais le premier pays finalement à avoir été l'objet d'une tentative de déstabilisation avant la Libye, avant la Syrie, avant le Liban, même légèrement avant l'Irak, puisque dès 1990, dès finalement le début de la montée en puissance de ses ambitions impériales, je dirais aux États-Unis, eh bien le Soudan a fait les frais de l'offensive dès 1990, puisque l'islamisme était à cette époque-là l'ennemi numéro 1 du monde occidental à la place du communisme. Il fallait un ennemi de substitution. Alors maintenant, dans tout ce qui se passe, je ne veux pas faire le lien volontairement, donc je couperai là. Je ne sais pas comment ça s'arrange, tout ça s'articule. L'attitude, Khartoum a toujours un gouvernement islamiste, bien que Tourabi se considère comme un opposant féroce, mais c'est pour des considérations personnelles. Donc, il y a toujours un gouvernement islamiste. On pourrait penser que ça lui arrange les choses, mais pas du tout. Alors, il se raccroche à l'Égypte. Alors, j'ai oublié, c'était ça que j'ai oublié, ce sera ma dernière considération promis juré. Donc, il y a eu le rôle extrêmement négatif de l'Égypte. Pour l'Égypte, le Soudan n'est pas un pays lambda. Hein. C'est une arrière-cour pour les plus paternalistes des Égyptiens. C'est un espace stratégique pour les plus grands penseurs. C'est un pays frère pour ceux qui baignent dans la culture, les affinités culturelles, historiques entre l'Égypte et au moins toute la partie nord et au sens large du Soudan. En disant il y a des affinités culturelles, humaines, linguistiques, ainsi de suite. C'est pas seulement les pharaons, c'est toute une histoire qui est commune et qui est imprégnée de l'histoire égyptienne. Et l'Égypte a une grande responsabilité. Du point c'est notre petit frère, c'est un pays frère, mais c'est un petit frère.
nous sommes le frère aîné. Et parce que le Soudan, il est plus ceci, il est plus cela, il est moins ceci, il est moins cela. C'est pas un État sur un frère sur un État d'égalité, à pied d'égalité. Mais néanmoins, il y a des relations privilégiées. Et on constatera que dans toute cette période, depuis 1990, à partir de ce moment-là, qui est au pouvoir, au fond, ce sont des espèces de succédanés de frères musulmans qui sont au pouvoir à Khartoum, et M. Moubarak, chez lui, il a fort à faire avec ses frères musulmans. Et c'est une obsession, je pense. Moi, j'étais en poste en Égypte, aussi, mais pas à cette époque-là, un tout petit peu avant, d'ailleurs pas beaucoup avant, quelques années avant, dans les années 80, c'était déjà l'obsession de Moubarak, les frères musulmans. Bon, il avait des raisons d'avoir une obsession sur eux, mais enfin, c'est pour dire que c'était son obsession. Et donc, on ne va pas faire de cadeau à ceux qui sont au pouvoir en Égypte. Dès qu'ils découvrent qu'il y a Tourabi derrière, oh là, au début on est content quand c'est des militaires, mais après quand c'est des frères musulmans, on est moins content du tout. Et donc, par conséquent, il va y avoir une obsession et un blocage total. Et finalement, une des raisons, c'est pas le symbole, c'est que l'Égypte va complètement laisser tomber le Soudan et oublier toutes ses responsabilités historiques sur le Soudan, notamment pour la préservation de l'unité du Soudan, de la vallée du Nil, les ressources en eau, etc., etc. D'ailleurs, ça c'est si vrai que quand Béchir et Moubarak essaient de régler leurs différends encore dans les années 90, il va y avoir à Addis Abeba une fameuse tentative d'attentat contre Moubarak. Moubarak va en échapper, mais il y a bien une tentative d'attentat. On va l'imputer 5 minutes après l'attentat aux Soudanais, sans avoir aucune preuve. D'ailleurs, il n'y aura jamais de preuve. La preuve, c'est que l'accusation sera laissée de côté et évacuée 3 ans après, et Moubarak serrera la main, j'allais dire, de Moubarak, et de Béchir, disons, quelques années après, en oubliant totalement les accusations. Mais l'Égypte, entre-temps, aura laissé complètement tomber le Soudan, du moins dans sa forme officielle, son gouvernement central. Par contre, l'Égypte sera très active dans sa coopération avec le SPLA pour la formation de cadres. Les universités égyptiennes, par exemple, vont accueillir toute l'opposition soudanaise, mais y compris l'opposition sudiste, les gens du SPLM, les cadres. D'ailleurs, Garang aura pas seulement des quartiers généraux ou un lieu de rencontre avec ses interlocuteurs étrangers au Kenya ou en Ouganda ou au Sud-Soudan, quand il pourra, mais il en aura au Caire. Il aura des quartiers généraux aussi au Caire. Moi, j'ai rencontré Garang au Caire, dans un hôtel bien où il recevait des visiteurs étrangers, des délégations officielles, des gens, par exemple, des fois qui ne voulaient pas déplaire au gouvernement de Khartoum et qui voulaient quand même rencontrer Garang, parce que c'était important, et ses collaborateurs. Ça se faisait au Caire, par exemple. C'était sur le chemin du retour d'escale. Donc voilà ce que j'avais à dire, et je ne crois pas avoir oublié grand-chose. Mais aussi, comme conclusion, je conclus comme mon ami et comme mon collègue, que pour moi, si c'est le sous-titre de ce livre, c'est l'espace soudanais à l'épreuve du temps. Pour moi, l'espace soudanais, c'est donc un espace, c'est d'ailleurs, j'ai plus ou moins pas volé ça, mais repris ça, l'expression espace soudanais, qui est appliqué à beaucoup d'endroits, un espace. Je crois, le docteur Hassan Tourabi aimait beaucoup à utiliser cette expression. Ça m'a un peu inspiré dans le choix. Moi, j'ai repris cette expression parce que ça me semblait très parlant et très vrai pour le Soudan. Il disait toujours, quand je le rencontrais souvent, et il disait souvent, le Soudan, c'est pas vraiment une nation, c'est pas un État, c'est un État à construire, c'est une nation en devenir, par l'islam et la langue arabe, c'est ça, ces éléments unificateurs, potentiellement, ça prendra du temps, mais c'est en cours. Mais par contre, c'est un espace qui est perméable à toutes les invasions, à toutes les occupations, toutes les immigrations. Ça vient du nord, de l'Égypte, ça vient du sud, de l'Afrique, ça vient des lieux saints, de l'Arabie Saoudite, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria, de la Mauritanie, du Sénégal, etc. Mais c'est vrai. Donc, il y a un espace soudanais. Alors, si c'est un espace soudanais, il existe toujours malgré la sécession. Et même, j'allais dire que je ne souhaite pas du tout, parce que je pense que c'est une catastrophe, la sécession du Soudan, pour le Nord et pour le Sud, et donc pour tous les Soudanais. Pour les amis du Soudan et des Nordistes et des Sudistes, je crois que c'est une catastrophe. Mais donc s'il y avait un malheur arrivé au Darfour, je crois que ce sera encore une plus grande catastrophe. Enfin, ça ajouterait à la catastrophe, ça la doublerait. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un espace soudanais. Je reprendrai l'expression de l'explication de quelqu'un qui n'a pas vraiment les mêmes visions que moi sur le Soudan, qui est Marc Lavergne, qui est néanmoins un très bon spécialiste du
pays, et qui écrit quelque part, c'est une citation, je crois qu'ici il y a notamment que les Soudanais, il y a bien un espace soudanais, parce que les Soudanais sont habitués, nordistes et sudistes, à vivre ensemble autour du Nil et de la vallée du Nil et de ses affluents, et ils sont habitués à vivre ensemble depuis, je sais pas, 2 siècles, dans un espace soudanais. Il mentionne, c'est une des raisons qui crée cet espace soudanais. Le Nil et ses affluents, et l'habitude de vivre ensemble, qui donne un espèce de look commun, quoi qu'on en pense, aux nordistes et aux sudistes, et des réactions communes aux nordistes et aux sudistes, du moins quand ils veulent bien vivre ensemble. Alors parmi les problèmes qui pourraient maintenir l'unité, mais malheureusement la solution n'a pas été retenue, c'était de donner la double nationalité à tous les migrants et à tous les déplacés. Il doit en rester un nombre encore considérable au nord des sudistes. Donner la double nationalité, ça aurait été, après tout, ils sont restés soudanais, ils n'ont jamais demandé à partir. Et puis, qu'ils prennent la nationalité sudiste et puis rester soudanais, mais officiellement, je trouve que ça aurait été pas mal. Moi, m'arrivait d'évoquer ça. De même au sud, au sud Soudan, que le gouvernement de Juba accepte de donner la nationalité sud-soudanaise en même temps que garder la nationalité soudanaise à tous ceux qui pourraient, disons, avoir envie d'appartenir aux 2 espaces, pourquoi pas. Mais malheureusement, la solution n'a été retenue ni au nord ni au sud. Au nord, elle a été, je crois, refusée parce que ça a été proposé par un tel, mais il y a des partis, y compris le pouvoir, qui l'a refusé. Et puis au sud, je crois que ça a été plus radical, puisque ça n'a jamais été envisagé. Donc, voilà. Donc, un espace qui vient d'être cassé par une sécession. Bon, je trouve que c'est déplorable, c'est un peu dommage. Il y a des raisons, il y a plein de raisons, y compris morales, on peut avancer tout ce qu'on veut, mais je crois que les ingérences, les convoitises, et puis, au fond, le laisser aller des uns et des autres, et puis les responsabilités, bien évidemment, non seulement des mouvements divers, du gouvernement soudanais, parce qu'un gouvernement a toujours les responsabilités de ce qui se passe chez lui, et puis c'est la responsabilité à pas de chance aussi, peut-être. La mort de Garang et le remplacement par Salva Kiir, je pense. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long, c'est tout ce que je voulais dire.